Bonjour à tous et bienvenue au Libre Journal du numérique sur Radio Courtoisie, votre rendez-vous pour décrypter les bouleversements du monde numérique. Tout de suite, nous recevons Pierre-Yves Rougeron, juriste, spécialiste en intelligence économique, directeur de la revue Perspective Libre, président fondateur du Cercle Aristote. Bonjour, monsieur Rougeron. Bonjour. Pour commencer, pourriez-vous, déjà merci, d'avoir accepté mon invitation. Et voilà, vous voyez, j'étais pressé de poser ma première question, hein. Pourriez-vous, nous présenter en quelques mots votre vision, du numérique en tant qu'enjeu de souveraineté pour la France et l'Europe? Alors, je vais faire ce que je faisais du temps de la regrettée Anne-Laure Mahler. Je vais me concentrer, si ça vous oblige pas, sur l'intérêt national français. Mmh. Premièrement, parce que comme je vais essayer de vous le démontrer, parler d'intérêt européen à ce niveau-là est une escroquerie intellectuelle. Et je laisse, il y a beaucoup de gens qui sont des macronistes de droite ou d'extrême droite que l'escroquerie ne fait pas peur. Je pense que on n'aurait pas de mal à les trouver, mais je vais essayer de rester dans le sérieux, donc dans une vision nationale. Si vous voulez, le grand problème qui se pose, c'est que l'espace de souveraineté qu'est l'espace numérique est un espace de confrontation exactement comme un autre. Mmh. Les principes sont exactement les mêmes. Là où il y a une particularité de l'espace numérique, c'est dans l'application de la notion de souveraineté, pour une raison qui est très très simple. Mmh. C'est que dans un système numérique, donc dans un système technique ou Mmh. dans une économie du numérique, ce qui va vers la tyrannie et ce qui va vers l'émancipation sont des dispositifs qui ne sont séparés que par une feuille de papier à cigarette. Mmh. Si vous voulez, c'est d'un certain côté, il faut être encore plus souverain dans le monde numérique qu'ailleurs, parce que la vassalisation arrive beaucoup plus vite. Elle est, elle est pas, elle est pas plus irréversible que dans le monde réel, mais elle arrive beaucoup plus vite et elle arrive sous des tenants beaucoup plus difficiles à identifier. D'accord? D'accord. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple très simple, Mmh. qui va rappeler certaines choses aux gens légèrement cinéphiles. Vous aviez un film dans les années 90 qui a fait énormément parler de lui en termes de liberté publique, qui s'appelait Ennemi d'État. Mmh. Tout à fait. Bon, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est avec le regretté Gene Hackman et Will Tout à fait. Smith. Or, le problème, c'est qu'un pauvre type, lambda, pas méchant pour de rond, se retrouve, à cause de la surveillance numérique, brisé par les arcades de l'État américain. Or, c'est là où on a commencé à se rendre compte qu'en fait, ce sont les mêmes technologies, à commencer d'ailleurs par le téléphone que je tiens dans ma main, Mmh. et qui peuvent également être des outils de surveillance et de contrainte. D'accord? Mmh. Donc, un État doit être d'autant plus souverain dans l'espace numérique qu'ailleurs. Si vous voulez, l'idéologie, si vous voulez, il faut bien que vous compreniez cela, c'est que Internet a été vendu comme tout outil technique avec un habillage idéologique. D'accord? D'accord. Et un habillage idéologique qui est très simple. Pouvez-vous rappeler, parce que je suis sûr que vous le savez, mon cher, qui donne les adresses IP, par exemple, le site internet de votre radio a une adresse IP, qui lui a donné? Qui lui a donné? Mhm. Ouh là, vaste question là, hein? C'est très simple, c'est l'ICANN. L'ICANN, c'est l'ancienne cellule numérique du département d'État D'accord. des États-Unis au commerce. Aujourd'hui devenue une agence au sens américain du terme. C'est elle qui donne les adresses IP Mmh. parce que c'est l'Amérique qui les maîtrise. D'accord? Donc, si vous voulez, dès le Mais c'est début, je vous coupe, Pierre-Yves, Rougeron, c'est pas si vieux que ça, mais c'est l'ICANN? depuis le début. Depuis le Oui, début mais des adresses IP. depuis le début, L'Internet sans c'est-à-dire? IP, Depuis le début, c'est-à-dire? depuis le début d'Internet. L'Internet sans C'est IP pas plus récent, n'existe pas. Pierre-Yves, non? Ah non, 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 pas du tout. D'accord. Et la seule chose qui a changé dans ce dispositif, c'est que l'ICANN, qui était avant nommément un département, enfin un sous-département du département d'État au Ah commerce, oui, est devenu une une agence agence. de
c'est pas si récent que ça, hein. Ouais, Je veux dire, ouais, j'étais à l'école de guerre économique, donc ouais, ouais, si c'est vous pour ça voulez, que je vous demande. j'ai été en 2000, en 2010, ça fait quand même plus de 10 ans, hein. Donc, si vous voulez, c'est pas si récent que ça. D'accord. Donc, vous voyez, Internet, qui, je vous le rappelle, est l'ancienne intranet militaire de l'armée américaine, je le rappelle quand même, a été vendu avec une idéologie sans frontières, tout simplement parce que l'Amérique a donné comment dire, l'Amérique a donné un On va pas patchwork idéologique à ceux qui ont voulu y croire. En Mmh. réalité, Internet et l'ensemble de l'espace numérique n'a jamais aboli la conflictualité, n'a jamais aboli les frontières. Et sur Internet plus qu'ailleurs, et dans le numérique plus qu'ailleurs, il y a des dominants, il y a des dominés. Ouais, Donc, objectivement, là-dedans, l'Union européenne est, nous allons y venir nous allons y venir certainement dans le reste de cet entretien, tout à fait. une menace pour la France, sachant que la France, j'y reviendrai, est l'un des seuls pays européens à encore avoir quelques cartes pour être dans cet espace qui est un espace qui, pour l'instant, s'oriente vers un duopole contrarié, c'est-à-dire pour l'instant américano-chinois, Mmh. avec des îlots de résistance qui sont la Corée du Sud ou le Japon, et en attente d'un troisième joueur qui ne sera certainement pas les Européens, qui sera de toute évidence l'Inde. L'Inde. Mmh. Mais attention, à moyen terme, hein. À D'accord. moyen si vous voulez, la puissance indienne est réelle, elle est encore en devenir. Mais elle est particulièrement sur ce plan-là réelle, en raison ne serait-ce que du nombre d'ingénieurs spécialistes du numérique qu'elle produit chaque année. Tout à fait. Donc voilà grosso modo comment j'oriente ça, c'est-à-dire que pour moi, c'est un exemple de souveraineté parmi d'autres, que d'ailleurs les gaullistes avaient très bien vu. Je vous Mmh. rappelle, la France commence les grands programmes de crypto sous De Gaulle. De Gaulle, oui. Nous vont encore très largement sur cette avance-là, hein, Mmh. en train de dilapider. Là où nous allons en reparler, y compris dans le cas très particulier de la RGPD, l'Union européenne nous coule, mais elle nous coule structurellement. C'est-à-dire, elle nous coule pas parce qu'elle comprend pas le numérique, elle nous coule parce qu'elle nous coule structurellement. Ouais, C'est pour ça que, euh, comme le dirait très bien Emmanuel Macron, qui lui a compris tout le sujet, ce qui est bon pour la souveraineté européenne n'est pas bon pour la souveraineté de la France. Il mmh. faut toujours l'avoir en tête. Et dans le numérique, c'est encore plus vrai qu'ailleurs. Donc ça, il l'a compris alors? Ah mais ça, il l'a compris. Moi, je pense qu'il détruit la souveraineté de la France sciemment. Mais bon, il n'est pas le seul, hein. Vous avez des tas de gens qui idéologisent ça. Ouais, c'est pour ça que je dis ça, ouais. Il est pas le seul. Ouais. Non, non, il n'est pas le seul. Mais chez lui, je pense que c'est parfaitement conscient. Et pour preuve, Voilà. il est évincé de nos systèmes de défense la plupart des PME françaises innovantes pour prendre des groupes transatlantiques. Voilà. Ou des groupes européens, mais ça relève exactement du même problème. Tout à Si vous fait. voulez que vos données, que vous soyez, comme nous le verrons, à la botte pour des problèmes de microprocesseurs, de microfonderies allemandes ou de gravure de processeurs hollandaises, Mmh. soyez soumis par Amsterdam, par Berlin ou par Washington, Washington. vous êtes en position de soumission. Mmh. Voilà, si vous voulez, dans le numérique comme ailleurs, il n'y a que deux stations, hein, debout à genoux. Mmh. Et par rapport à comment le cercle Aristote, d'ailleurs, que Nous, vous présidez, aborde-t-il justement les questions nous, numériques on a, dans on a une section qui ne s'occupe que de ça, qui est sous la houlette de mon camarade Charles, donc les qui questions numériques, c'est ça? les Dans questions numériques, bon, qui est quelqu'un qui a déposé 2 brevets dans le numérique tout de même, donc qui a été formateur dans nos systèmes de défense. et Et dans quoi? Dans les réflexions sur la souveraineté et l'identité nationale, entre autres? non, non, si vous voulez, nous déjà, c'est la souveraineté technologique qui nous intéresse D'accord. d'abord. Si vous voulez, le rapport ensuite culturel à la technique qui renvoie à l'identité nationale, si vous voulez, là se traite de manière plus globale, Mmh. avec des spécialistes de sciences humaines et autres au sein un de mes équipes. D'accord. Mais d'abord, il faut maîtriser le jouet. Oui.
que si le jouet vous échappe, vous pouvez avoir toutes les revendications identitaires ou idéologiques derrière. Le jouet n'est pas à vous. Point. Si vous voulez, c'est comme la souveraineté militaire. C'est Ouais, d'abord matériel, la souveraineté numérique. Ensuite, ça devient un fait idéologique et juridique. Mais si vous n'avez pas, vous n'avez pas. d'accord. Si vous voulez, beaucoup de gens, parce que voulant noyer la souveraineté française, accusent la souveraineté d'être quelque chose de très éthéré. Pas du tout. La souveraineté, c'est vraiment quelque chose, comme Philippe Séguin le disait, il n'y a rien de plus matériel. C'est l'équivalent de la maternité pour une femme, enceinte ou pas. Mhm, Séguin avait cet exemple-là qui est remarquable, parce qu'on n'est jamais ennemi souverain. On a des mhm. degrés d'approfondissement de sa souveraineté, mais quand vous l'êtes pas, vous l'êtes vraiment pas. D'accord? Donc, si vous voulez, la souveraineté numérique, avant tout, c'est un module complet que je vais me permettre de, de vous détailler. C'est un module Plaisir. complet qui veut dire, je reprends les termes de Cyril Dalmont dans le dernier Front populaire, Donc, donc le Cyril hardware, Dalmont, oui. mhm, qui est Oui, FP, Front Populaire. donc qui est le hardware, le Mhm, software, donc le système d'exploitation, l'IA, le cloud, les infrastructures matérielles de communication, donc les câbles, mhm. et les plateformes. C'est tout ça mis bout à bout. D'accord. Donc, si vous voulez, et aujourd'hui, l'avantage, c'est que l'Europe a fait en sorte que nous n'en ayons quasiment aucun et qu'elle arrive à nuire à tous. L'un des points que mon équipe fait, c'est de relayer les demandes des jeunes champions français du numérique. Vous avez quelqu'un de remarquable que je vous recommande, qui est Thomas Forêt, que vous pourriez inviter, donc le patron de Waller, que moi j'ai invité. Euh, Si vous voulez, il faut Plateforme bien, française. bien sûr, mais il faut bien que vous compreniez que moi j'ai été en section ITRE au Parlement européen. La souveraineté, l'Europe lutte contre la souveraineté technologique de la France. Moi, je peux vous dire, je l'ai vécu dans le cas du rapport informatique en nuage, et là, on ne va pas me la raconter, c'est moi qui l'ai co-rédigé pour le compte de mon patron, Mhm. Schaffhauser à l'époque. Donc, je sais très bien ce que le Parlement européen voulait. Le Parlement européen a fait la liste, comme nous, des entreprises majeures dans l'informatique en nuage. En Europe, il y a 4 entreprises majeures, 3 françaises, une italienne. Bon, sur les 4, aucune n'a été auditionnée par la commission qui n'a voulu prendre que des industriels allemands, tous déclassés, qui ont eu le contrat contre quand même Thales et, et Dassault Systèmes, entre autres. Donc, Et qui même ont... pas l'italienne, Pierre-Yves Rougeron? Non, 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 pourtant la politique de germano-servilité des Italiens n'a toujours pas payé à ce moment-là. Et D'accord. pourtant, Dieu sait pourtant qu'ils sont serviles. Mais C'est pour ça que je vous pose cette question. ah oui, oui, ça ne l'a absolument rien rapporté. Donc, si vous voulez, c'est entre les technos et les industriels, les jeunes industriels, que se fait comment dire, que se fait notre étude du numérique. D'accord. Et dans un monde dominé par les GAFAM et l'influence croissante, Monsieur Rougeron, de la Chine dans les technologies, comment la France peut-elle reprendre sa main sur sa souveraineté numérique? Est-ce encore réaliste? Alors, alors, soyons très clairs. Là, vous soulevez 2 points, mon cher. Donc, euh, alors, on va être très simple. Vous avez les GAFAM côté américain, vous avez les BATX côté chinois, même si objectivement, la seule qu'on connaisse en France, c'est TikTok. Tout à fait. Donc, vous avez 2 points. Vous avez le système de réseaux sociaux, qui est un système économico-culturel. Mhm. D'accord. Et vous avez le système de domination technologique. Ce sont 2 sujets. Entendons-nous bien sur le terme reprendre sa souveraineté dans l'espace numérique. Tout à fait. Dans l'espace numérique plus qu'ailleurs, si vous voulez, euh, vous avez ce qu'on appelle des chemins en histoire du développement, c'est-à-dire que un pays, on va prendre l'un des plus beaux exemples qu'est la Corée du Sud,
à utiliser les expériences faites par d'autres pour les améliorer. C'est ce qu'on appelle les dividendes du Dividende. retour en économie du développement. Mhm, Et donc, la Corée du Sud a suivi les pas du Japon, qui lui-même a beaucoup utilisé le système de planification français des années 60. mhm. D'accord? Le problème, c'est que dans l'espace numérique, souvent, contrairement aux rattrapages économiques classiques où il faut faire pareil que vos concurrents, mais mieux, là, il faut faire mieux, mais souvent autrement, pour une seule raison, c'est le rapport temps du monde numérique. C'est-à-dire que si vous vous focalisez, on va prendre un exemple, si vous focalisez sur la puissance pure, Mhm. par exemple l'industrie portuaire, l'industrie militaire, l'industrie technologique, mais au sens premier du terme, Oui. vous pouvez créer Samsung, d'accord? Mhm. Mais si par exemple un pays qui est, mettons la Turquie, voulait créer un équivalent de réseaux sociaux fondé sur l'Amérique de maintenant, donc sur, mettons, Meta, le temps qu'elle y arrive, Meta sera déjà oublié. Oublié. Vous voyez le problème? Donc, souvent, quand il s'agit du monde numérique, il faut pas faire mieux que le mec en face, il faut faire autrement que le mec en face. Ce qui n'est pas la même chose, par exemple, dans l'industrie de l'armement. Ah, Bon, l'industrie de l'armement, vous êtes un pays avec accès à la mer, il vous faut une flotte. De toutes les manières, il vous faut sécuriser un espace aérien. Et de toutes les manières, il vous faut des hommes et des blindés. Tout ça, vous n'avez pas le choix. Ça fait partie du package. Alors que dans l'espace numérique, les packages vieillissent très vite. D'accord? mhm. Bon. Donc, le grand problème de la France, c'est que la France, contrairement à beaucoup de pays européens, elle a toute la matière grise nécessaire pour le faire. Je vous rappelle que beaucoup de grandes entreprises de données américaines, à commencer par Meta, Mhm. sont, disons, ont un besoin gigantesque, entre autres, d'ingénieurs français. Oui. Si vous voulez, toute personne qui a foutu les pieds dans la Silicon Valley est très, très, très surprise du nombre de Français qu'elle y croise. Donc, objectivement, la France a la matière grise. La France, il lui manque deux choses dans cet espace. D'abord, tout simplement, il lui manque du capital. Bon, ce qui est normal parce que nous avons les finances publiques dans l'état dans lequel elles sont, nous avons une gestion des fortunes privées qui fuit l'appareil productif, ce qui est un grand classique de notre histoire, hein. Je vous Tout à fait. rappelle, c'est ce qu'on a fait dans les années 30 en donnant des avantages aux banques contre l'industrie, hein. C'était le plan Laval. Ça nous a Laval, coûté oui. la tête de 40. Ouais. Donc, si vous voulez, nous avons ces deux grands problèmes tout à fait classiques. Bon, Mhm. mais ils sont des problèmes de capital et de choix de rente. C'est ça. Le va avec Mhm. le refus de notre liberté de commande publique, incarnée par quoi? Par l'Union européenne. Je rappelle que grâce à l'Union européenne, nous n'avons pas de l'équivalent de ce que les Américains ont, c'est-à-dire le Small Business Act, et nous ne l'aurons jamais, parce que l'Union européenne est faite pour que nous ne l'ayons pas. Je rappelle que l'Union européenne a échangé lors de la fin des accords du GATT et début de l'OMC avec les Américains le fait que l'Allemagne a vendu, entre autres la France, mais tous les autres pays européens pour pouvoir écouler ses bagnoles et qu'en échange, il n'y aura plus jamais de préférence communautaire. Donc, via D'accord? SBA, hein. Comment? Via SBA, oui, comme on dit. Or, ce que vous devez bien avoir en tête, alors, certains me diront, oui, mais gna 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 gna, l'Europe d'avant l'acte unique, gna 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 gna. C'était dans l'ADN du traité. Mhm. Ça l'a toujours été, et c'est tout à fait normal que ça se termine là. Si vous voulez, un moment, euh, j'invite ceux qui ont des incertitudes là-dessus à faire ce qu'ils auraient dû faire depuis le début, c'est-à-dire à lire les documents communautaires. Ça évitera à beaucoup de gens de s'illusionner non pas sur quelque chose qui n'existe plus, mais sur quelque chose qui n'a jamais existé. C'est Or, vaste. Vous auriez des exemples?
Ah bah si vous voulez, c'est très simple. C'est très simple. Euh, la totalité du traité de Rome repose sur les 4 libertés. Nous sommes d'accord. Oui, Bon, oui, oui. les 4 libertés sont le libre-échange, d'accord? Donc le libre-échange, là actuellement, ça prend le visage du Mercosur Mhm, et des agriculteurs français qui avalent leurs produits phytosanitaires, nous sommes d'accord? tout à fait. La libre circulation des personnes, c'est l'immigration. La libre circulation des capitaux, c'est la financiarisation. Et Mhm. la libre circulation des services, c'est les travailleurs détachés, donc les Polonais qui arrivent dans certains secteurs de l'économie française avec des conditions sociales et des salaires polonais. Et pas que les En Polonais, sorte d'ailleurs, hein. que les Français ne soient pas que des Polonais, mais des gens des pays de l'Est d'un point de vue général. D'accord. Donc, si vous voulez, vous appliquez ça au monde numérique, Ouais. vous serez colonisé. Et aujourd'hui, les Européens sont une colonie volontaire numérique, et l'un des seuls pays à qui que ça gratte, c'est la France. Bon, mais la D'accord. France attend des autres qu'elle se réveille, qu'ils se réveillent. Et là, la France fait une erreur de parallaxe terrible, mais qui est encouragée par les élites françaises et une part par fainéantise et incompétence de gens qui aimeraient prendre la place de ces élites en question et qui confondent le sommeil des autres pays européens avec du consentement. Les autres pays européens ne sont pas du tout endormis, ils sont très heureux tels qu'ils sont, et ils n'entendront jamais faire d'Europe numérique. Ce sont des rêves qui ne dépassent pas la frontière de Strasbourg. Ok. D'accord? C'est même pas l'Europe puissance qui au moins avait intéressé 2 pays sur 28, vu que deux pays, non, pardonnez-moi, sur 29, qui étaient la France et la La Russie. Donc, Russie. c'était un pays non communautaire. Mhm. Donc, ce que vous devez bien avoir en tête, c'est que vous avez 3 grands types de directives européennes. Sur ce dossier-là, vous avez évidemment le DSA, service numérique, qui s'occupe entre autres de la censure. Vous avez le CRA qui arrive sur la cyber-résilience et vous avez toutes les directives sur le marché numérique. Toutes ces directives-là sont à l'avantage sont, il faut bien que vous le compreniez, c'est que comme vous ne pouvez pas avantager l'Allemagne, eh bien, vous avantagez, comme ça, c'est le droit de la concurrence européen qui est fait comme ça, tous les pays, toutes les matières où l'Allemagne peut écraser les autres pays européens, elle le fait. Là où elle ne le peut pas, eh bien, on avantage des pays extra-communautaires. Mhm. Parce que l'Allemagne échange, entre autres dans le cas numérique, avec les entreprises américaines et à un bien moindre niveau les entreprises chinoises, dit voilà, nous vous laissons faire ce que vous voulez dans le numérique en Europe, car de toute façon, nous n'en avons pas les moyens. Ça ne concerne que les Français, et les Français, pour nous, c'est un problème. Et en échange, vous prenez nos machines-outils, nos bagnoles. Ce jeu-là, Et nous pas sommes que. joué très longtemps. Ouais, Mais il est pour l'instant toujours d'actualité. tout à fait. D'accord? Donc, voilà grosso modo, c'est-à-dire comprenez bien, c'est problème de capital, problème de commande publique. Ensuite, la question, c'est, on va être très clair. À flux constant, vous ne pouvez pas faire l'effort. Mhm. Pas le faire fiscalement, ce n'est pas Mhm. possible. Donc, vous n'avez dans le domaine numérique comme dans d'autres que 2 possibilités. Un, celui de reprendre votre circuit de financement, parce que le numérique est exactement comme les autres critères de l'économie française. C'est-à-dire que si vous faites autrement, vous gagnez, si vous poursuivez les courbes, vous Ouh. mourrez. D'accord? C'est très simple. Or, si vous reprenez votre circuit de financement, circuit du Trésor, Banque de France, que vous voulez, et vous pouvez avoir les moyens. Sinon, vous ne les aurez pas. Et donc, vous serez déclassé. Même chose, vous pouvez vous époumoner à demander aux eurocrates allemands d'avoir de la pitié pour les champions du numérique français. Je vous rappelle que l'un des principaux prestataires de la Commission européenne est à la demande de la Commission européenne elle-même, Google. Mhm. D'ailleurs, Google siège dans les institutions européennes consultatives sur la souveraineté européenne numérique. Bon, si vous voulez, tout ceci est un vaste gag. Moi, j'avais rendu 2 rapports sur cette question au Parlement européen. Je peux vous assurer que
personne n'en veut. C'est un mythe franco-français. Et c'était il y a Donc, combien de temps à peu près? ah bah, c'est très simple, hein, on a rendu le dernier rapport en 2018. D'accord. 2018, hein, c'était l'un des rapports Carlezin sur l'IA. Mhm. Donc, donc voilà, ça n'intéresse personne. Si vous voulez, ça n'intéresse personne parce que les entreprises leaders en Europe font partie des cibles de la Commission européenne parce que le plus souvent, elles recouvrent le système français de défense. Mhm. Vous comprenez bien ces gens. La Commission européenne ne va pas avantager la France dans le numérique au risque d'avantager Dassault Systèmes et Thales, entreprises dont elles, comme Berlin, veulent la peau dans l'industrie de défense. Voyons, soyez logiques. Or, le problème, c'est que voilà la situation où nous en sommes. Soit nous poursuivons on les lignes, parce que si vous voulez, nous avons des hommes de talent. Nous avons une vraie génération d'entrepreneurs dans le numérique. Ce sont des mecs de 35-45 ans. Et nous avons énormément de chances de les avoir. Ils résistent à la pression pour partir à l'étranger. Bon, et ils y résistent de toute leur force. À la minute où ils ne résisteront plus, si vous voulez, des mecs comme ça, je pense à Thomas Forêt, mais je peux en penser à beaucoup d'autres, hein, Mhm. si vous voulez, ça se décrète pas. D'accord? Donc, nous avons le principal, nous avons les hommes. Nous avons un problème de cash et de liberté, ce qui, au passage, résume la situation de la France d'un point de vue général et pas uniquement dans le numérique. Ouais, tout à fait. Et l'Union européenne promeut des initiatives comme le RGPD ou le Digital Services Act, hein. Ces mesures Mhm. sont-elles... est-ce Ouais, que le pour vous, DSA, oui. cher Pierre-Yves, ces mesures Alors, est-ce ça qu'elles sont ne suffisantes pour contrer simplement alors, l'hégémonie elles ne sont pas américaine faites et pour. chinoise? Ou est-ce que c'est une Elles ne sont illusion pas faites pour. bureaucratique, Pierre-Yves? Elles ne sont pas faites pour. Elles ne sont pas faites pour. Alors, on va séparer les deux sujets si vous le voulez bien. Le DSA n'est absolument pas fait pour. Mhm. Je vous rappelle je vous rappelle les accords SWIFT, d'accord? Ce- Oui, le signal SWIFT, c'est un signal important, hein, oui, c'est le oui, signal. oui, oui. On est d'accord, hein, on Oui, est oui. d'accord. Je rappelle que après les attentats du 11 septembre, la Commission européenne va vers les Américains en leur proposant de leur donner un accès total au SWIFT des Européens. Oui, Ah, ok. Et certains vont vous dire, oui, mais le Parlement européen, au nom de la volonté des peuples, s'y est opposé, ce qui a donné l'accord SWIFT 2. ouais. C'est une foutaise. Le Parlement européen voulait co-signer avec la Commission le fait d'être à plat ventre devant les Américains. Et donc, il a juste fait rajouter son nom, puisque l'accord SWIFT 2 ne change absolument Oui. rien. Là, vous parlez de Swift 2, ouais. Si vous voulez, l'accord SWIFT 2 ne change rien d'important pour les Américains. Mhm. Bon. Si vous voulez, il n'y a pas de volonté. Et le DSA n'est absolument pas fait pour contrer ni les États-Unis ni la Chine. À un moment, faut arrêter de rêver. Le DSA est avant tout fait comme un outil de surveillance intérieure. D'accord? Mhm. Je voulais mettre la RGPD à part et je vais vous dire pourquoi. Est-ce que le nom de Max Schrems vous dirait quelque chose? Bah oui, c'est... Max Schrems. Oui, oui, Bien. Eh bien, c'est à lui que vous devez la RGPD. Alors, qui est-ce? C'est un oui. suite aux différentes, même pas redditions, parce qu'il n'y a pas eu de pression, suite à l'aplaventrisme volontaire et gourmand de l'eurocratie face à Washington, Mhm. cet activiste dans le domaine des libertés numériques, autrichien de nationalité, Autrichien, oui. a fait suffisamment de mousse pour pouvoir avoir deux arrêts à son nom, les arrêts Schrems 1, Schrems 2, dans les juridictions communautaires. Et donc, qu'il a fait avant tout pour faire parler de lui. Ce qui lui a permis d'aller consulter les 20 et quelques CNIL des pays européens. Je rappelle que la CNIL n'a pas du tout été créée par l'Union européenne, hein. La CNIL existe depuis la fin des années 70, Commission nationale informatique et liberté. Si vous voulez, tout ça n'a rien à voir. Tout à fait. Et ce sont les différentes CNIL qui ont pondu la RGPD. Mhm. C'est un outil très limité et qui est d'ailleurs assez pénalisant pour beaucoup d'entrepreneurs, que maintenant la Commission utilise pour poursuivre ses ennemis,
Dois-je vous rappeler que plusieurs partis populistes, en Italie notamment, ont été attaqués sur des fondements qu'on n'utilise jamais, qui sont le fondement de la RGPD. Et d'ailleurs, il est tout à fait possible que ce soit le même topo qui tombe dans les campagnes antipopulistes. Mhm. Mais si vous voulez, ce n'était pas un texte malsain parce qu'il était largement intergouvernemental. Par contre, de là à dire que ça a été un texte bénéfique, n'allons pas trop loin. Donc, si vous voulez, en réalité, ce sont des textes qui, objectivement, ne sont dans l'optique globale de l'eurocratie vis-à-vis du numérique, c'est-à-dire un marché ouvert à tous les vents et donc transatlantique, mais s'il doit avoir des parts chinoises dedans, pourquoi pas, Mhm. où les données des Européens seront achetables comme tout et n'importe quoi, pour une raison, c'est que n'oubliez pas que l'Union européenne ne croit que dans la haine des États, des nations et donc de la protection. Donc pourquoi protégerait-il vos données? Pour eux, n'oubliez pas que tout système libre-échangiste repose sur le fait que tout s'achète et tout se vaut. Or, qu'est-ce que c'est qu'une donnée? Une donnée, c'est une dilatation numérique de l'identité de quelqu'un. Oui, D'accord jusque-là? tout à fait. Donc c'est une part de vous-même qu'on vend. Mhm. D'accord? Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. OK? Mhm. Or, le souci, c'est qu'ils n'ont aucun problème à vous vendre. Si vous voulez, et ce n'est même pas de la trahison de leur part à eux, parce que ils ont jamais dit, enfin, leur système est fait pour faire du libre-échange. Dans le libre-échange, tout s'achète et tout se vaut. Mhm. Si vous voulez, ils ont été faits contre les systèmes de protection nationale. Donc, ne leur faisons pas le procès de ne pas nous protéger. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour éviter qu'on se protège nous-mêmes. Et Ouais. ce faisant, eux remplissent leur contrat. C'est ceux qui prétendent s'y opposer qui ne remplissent pas le contrat. Moi, j'en veux pas l'eurocrate d'être l'eurocrate. Si vous voulez, les cochons grognent, les serpents mordent, eux, ils font ça. Alors vous avez utilisé, Pierre-Yves, carrément le terme haine. Ah, moi, j'ai essayé, si vous voulez, eh, C'est pas, j'ai c'est j'ai- pas, j'ai- ah c'est mais pas un attends. reproche. Hein, Non, non, mais, je non, mais, reprends ce que vous avez dit. premièrement, la haine est un sentiment politique déjà. Deuxièmement, j'estime que voilà, il y a des ouvrages d'exception sur l'Union européenne dans le monde anglo-saxon. Celui qui les a fait traduire en France, c'est moi. Bon. D'accord. Moi, j'y ai siégé. Je vous renvoie à la grande dissimulation, par exemple, qui était fait par l'ancien chef archiviste du Parlement européen. Mais si vous voulez que je vous détaille ça, on peut y rester la nuit, hein. Or, le problème, c'est que moi, j'y ai siégé. Et en plus, ça fait 25 ans que je travaille sur le dossier. Mhm. Donc, si vous voulez, et vous n'avez même pas à me croire sur parole, demandez à des gens qui connaissent le sujet, à des gens qui ont siégé. Demandez à Florian Philippot, demandez à Philippe de Villiers, Mhm. des hommes remarquables. Mhm. Ils vous diront ce que je vous dis. Si vous voulez, alors vous avez des gens qui ont intérêt à pas vous le dire parce que la soupe est bonne, mais à un moment, soit on fait le constat que notre pays est en train d'être empoisonné, soit on fait partie des empoisonneurs. Ouais, Mais ouais. on peut pas éternellement jouer sur les deux tableaux, tout simplement parce que c'est toujours bien d'avoir 15 000 balles par mois pour vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, C'est pour ça que je vous demandais des précisions, tout simplement. ah oui, oui, non, mais si vous voulez, et c'est particulièrement vis-à-vis de la France. Parce que la France est entourée de pays qui lui veulent du mal. Alors évidemment, l'Allemagne au premier chef, mais on pourrait parler de l'Espagne, on pourrait parler de l'Italie, euh, qui sont à moindre mesure, mais néanmoins, particulièrement l'Italie, c'est de moins en moins de moindre mesure, hein. Je vous rappelle que l'Italie fait partie du plan allemand pour saccager, enfin c'est un plan germano-italien aujourd'hui pour saccager l'industrie de défense français, Mhm. d'accord? Donc la France a des alliés et elle pourrait d'ailleurs avoir une stratégie numérique avec des alliés, mais la plupart de ses alliés sont non européens. Mhm. Si vous voulez, la France a peut-être plus à parler avec bon, la Corée du Sud. Le seul problème, c'est que c'est loin. Mais mettons quelqu'un d'un peu plus près.
même si peut-être pas suffisant, mettons la Suisse ou mettons surtout la La Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, ouais. Si vous voulez, la France, et ça se voit dans notre marché de l'armement, parce que la haute technologie, le numérique et l'armement, c'est du régalien pur. On est d'accord? Bien. Mhm. Rappelez-moi, quelle est la part de la France dans le marché européen de l'armement? La part de De la France dans le marché européen de l'armement? pas très haute. 2%. Voilà. C'est-à-dire que le monde entier adore notre Hop, matériel militaire, sauf l'Europe. ça fait Donc, léger, hein. donc voilà le poids de l'amitié des autres peuples européens, c'est 2%. Si vous voulez, soit on regarde les chiffres tels qu'ils sont, on pleure un bon coup, et Ouais. ensuite on, on va avec les bras grands ouverts vers des pays qui nous ouvrent grand les bras, euh, l'Indonésie, enfin vous avez des tas de pays asiatiques qui adorent le matériel français, et surtout ça tombe bien vu que ce sont ces pays-là qui sont leaders pour le numérique d'avenir. Sachez prendre le train à la bonne heure. Pierre-Yves Rougeron, nous allons simplement faire une toute petite pause pour nos amis auditeurs de Radio Courtoisie. Très bien. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs de Radio Courtoisie, surtout rendez-vous bien sur soutenir.rc.fr ou envoyez-nous un chèque au 61 boulevard Murat 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous et chacun de vos dons est déductible aux 2/3 si vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu. Pierre-Yves Rougeron, avec la montée des cyberattaques et des guerres informationnelles, comment évaluez-vous la résilience de la France face à ces Alors, nouvelles menaces numériques et alors, que faudrait-il faire concrètement? alors la France est mieux préparée que la moyenne des pays. Ensuite, vous êtes dans quelque chose où tout le monde est à poil. Mhm. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, déjà, qu'est-ce que répondre à une menace numérique? Il s'agit de la contre-attaquer en offensive et d'en traiter les effets en défensif. Nous sommes d'accord jusque-là? Tout à fait. Or, le problème, c'est que vous êtes face à des États, donc ça c'est l'optique de la cyberguerre, et Mhm. vous êtes face à de la cybercriminalité, sachant que l'hybridation du monde cybercriminel avec les États, avec certains États ennemis, font que certains de ces cybercriminels sont les proxys ou les faux drapeaux de vos ennemis. Mhm. Nous sommes d'accord jusque-là, hein. S'il y a un problème, vous m'arrêtez, hein. Je vous arrêterai sans problème. Donc, ce que vous devez bien avoir en tête, c'est que l'un des grands problèmes de la cyberguerre, c'est le problème de l'attribution. Mhm. Parce que quand vous êtes attaqué par un groupe criminel et que derrière il y a un État, c'est très difficile à prouver. Vous vous rappelez du blackout Sony il y a quelques années, où toutes les Oui, données de Sony, l'architecture informationnelle de Sony avait été éventrée? ça fait 5 ans, non? Oui, c'est à peu près, peut-être un peu moins. Mhm. Un peu plus, mais on est dans ces eaux-là. Eh bien, nous ne sommes toujours pas sûrs de qui a attaqué Sony. Nous ne sommes Mhm. toujours pas sûrs. Or, ce que vous devez avoir en tête, c'est que le, c'est que vous avez déjà, premièrement, c'est là où l'aspect câble est très important, c'est-à-dire matériel physique. Car je vous rappelle que le premier moyen de foutre en l'air une infrastructure stratégique, voire une infrastructure, euh, quel est le terme déjà? Pas sensible, mais bon, peu importe. De mettre une infrastructure stratégique en l'air, c'est de détruire physiquement le matériel. D'accord. Ce ce qui, parfois, vous donne des cas problématiques. Je vous rappelle le cas Nespresso dans l'industrie de défense française. Mhm. Hein, je rappelle qu'on a failli faire enfin coffrer non, on a failli engager, on a demandé via le ministère de la Défense de s'expliquer au patron de Nespresso France, parce qu'en réalité dans les machines Nespresso, il y avait des collecteurs de données qui étaient pour l'expérience client et que ceci aurait pu servir d'espionnage à travers les machines.
Évidemment, Nespresso n'en était pas coupable. La seule chose, qu'ils vendent des machines à café. Voilà. Ils vendent des machines à café. Donc vous voyez, c'est-à-dire que n'oubliez pas que dans le matériel strict, vous êtes comme en guerre. En guerre, on ramasse pas un paquet de cigarettes au sol parce qu'il peut être piégé. Mhm. Et bien là, c'est pareil. Et malheureusement, les boîtes ne s'y font pas. Les boîtes ne s'y font pas. Si vous voulez, quand quelqu'un entre avec une clé USB personnelle, il met tout le monde en danger. Quand même s'en rendre compte. Bon, bien. Or, ce que vous devez avoir en tête, c'est que, vous avez des cas de ce type-là. Vous en avez également d'autres dans les attaques de matériel, où c'est là où il faut éviter la parano. Je vous rappelle que 3 espèces animales ont fait plus de mal à l'architecture de cybersécurité américaine ces dernières années que les Russes. Il s'agit des rats, dans l'ordre croissant, des rats, des opossums et des écureuils. Parce qu'ils foutent en l'air les câbles. D'accord? Mhm. Donc, pour ce qui est de la protection du matériel, il faut bien comprendre qu'on ne doit pas, si vous voulez, on sera frappé, c'est extrêmement dangereux, mais il faut surtout éviter la paranoïa ubiquitaire qui fait vous voir un russe numérique derrière chaque feu rouge sur YouTube. D'accord? Bon. Donc, Pierre-Yves, je vous coupe. Est-ce que, parce qu'on ne vous voit pas très bien en fait. pardon, Voilà, là, parfait. excusez-moi. Oui, Voilà. c'est mieux. Donc, Juste, j'en profite pour, oui, pour pas, voilà, pour que ça soit clair au niveau des auditeurs de ok, Radio très bien. Courtoisie, cette comparaison que vous faites entre, qu'on soit, vous voyez, qu'on soit transparent, hein, et clair. Ouais, bien sûr. Là, vous parlez, et je confirme, effectivement, je vois ce que vous voulez dire. On voit l'image par rapport au câble. C'est pas, et vous trouvez pas que c'est trop fort par rapport à la comparaison quant à la Russie? Non, mais justement, il y a un problème avec, entre autres, justement, certains groupes cybercriminels Ouais. qui peuvent agir en territoire particulièrement biélorusse. Mhm. Tout ça existe. Le problème, c'est que souvent, vous savez, c'est souvent des Caucasiens qui font l'équivalent de ce que certains Ivoiriens font, ce qu'on appelle des Les brouteurs. brouteurs. Bien. Mais de là à voir ça comme une menace d'infrastructure d'État, si vous voulez, ça fait des années qu'on cherche les cyberhackers russes et qu'on trouve pas grand-chose en fait. Mhm. Et on trouve pas grand-chose parce que les faiblesses de nos matériels ne se trouvent pas là. C'est pour ça que je vous parle par exemple des animaux. D'accord. Parce que je peux vous assurer que les Américains, pendant des années, ont trouvé leurs câbles saccagés et ils ont eu l'air vachement malins quand, une fois que les données collectées, on s'est rendu compte que les opossums sont plus forts que le KGB. Il n'y a pas y a pas que les Américains, hein. Bah, malheureusement, c'est un peu la même chose ici. Voilà. C'est-à-dire que malheureusement, nos affaires de câbles, ça veut dire que, y compris, ça veut dire, ça peut pas être laissé à des boîtes privées qui sous-payent des mecs. Déjà, ça veut dire que ça doit être surveillé, que ça doit faire partie donc de notre organigramme de défense, parce que c'est la première ligne de fragilité. Mhm. D'accord? Mhm. Alors, mais sincèrement, ça, c'est pour ce qu'on peut faire. On peut généraliser les bonnes pratiques, Mhm. on peut surveiller le matériel et augmenter nos moyens en termes d'attribution. Ensuite, malheureusement, nous serons attaqués, mais comme tous les autres. Si vous voulez, c'est un espace de guerre permanent, le numérique. Voilà, Ouais. si vous voulez, ça a été, et ça, faut qu'on se secoue là-dessus sur un point, qui est de changer nos perspectives. C'est-à-dire que nous avons cru en France plus qu'ailleurs qu'Internet allait et que le numérique allait, par une sorte de magie technique inexplicable, rassembler les hommes. Mhm. C'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'Internet allait créer une espèce de grande communauté mafessolienne, du nom du grand Du sociologue grand Michel sociologue. Machiavelli, d'une grande communauté postmoderne, alors que malheureusement, le numérique est une continuation de la guerre des puissances par des moyens virtuels. Mhm. C'est tout. Mhm. Voilà. Il y a un moment que j'ai retenu la Ah, il y a un petit bruit derrière vous, là. Oui. Euh, Dites-moi, le concept de souveraineté numérique est souvent invoqué, mais n'est-il pas vidé de son sens par les gouvernements successifs, et quels seraient les premiers pas pour une véritable reconquête? Bah, si vous voulez, le problème, c'est que le numérique se prête plus que d'autres à un système de planification. Alors, vous allez me dire, oui, mais les Américains leaders n'ont pas de système de planification. Si, bien sûr que si. C'est quoi le Patagone?
Ah oui, là, mais j'allais pas vous le demander. C'est quoi le Pentagone? C'est sinon un système de planification militaire. Bon, évidemment, la Chine, elle a un système de planification strict, donc elle, ça va plus vite. Mhm. On voit d'ailleurs aux œuvres extraordinaires de Jacques Sapir sur la question. Donc, or, le problème, c'est que nous, le numérique, ça ne se fait pas le chien crevé au fil de l'eau. Il faut qu'on comprenne ce que c'est le numérique. Ce sont de grands chantiers d'industrie, particulièrement de défense, dans leur volet numérique, Mhm. sur lesquels se greffent par laisser-faire Mhm. des milliers de petites entrepreneurs. Voilà. Mhm. D'accord? Qui Mhm. sont à la fois sous la protection des gros, mais à qui doit être laissé le maximum de liberté. C'est-à-dire, grosso modo, vous avez le meilleur de l'esprit commando et de l'esprit stratège, sachant qu'on ne peut pas être militairement l'un et l'autre dans le même mouvement. Un Ouais. commando, c'est pour de la tactique. Bon. Donc, si vous voulez, il faut repenser la totalité. Mais là encore, nous avons des hommes. Et surtout, repenser le circuit de financement. Mhm. Or, malheureusement, ça devra se faire sans les banques françaises, parce que les banques françaises n'ont pas plus envie de subventionner l'activité du pays par le numérique qu'elles n'ont envie de le faire par l'agriculture ou par autre chose. Ouais. Voilà, si vous voulez, vous les avez privatisés, enfin, nous les avons privatisés, bon, bah, ils réagissent comme ce qu'ils étaient dans les années 30, c'est-à-dire aider la France dans son entreprise de défense, très peu pour nous. Mhm. Donc, ça veut dire qu'il va falloir compter sur autre chose. Bon, la France avait fait des trucs, le circuit du Trésor et autres. Hein, vous me direz, c'est un vieux discours chez moi parce que ça fait des années que j'écris sur la question. Ça fait depuis 2013. Ah, si Mais vous en voilà, parlez depuis 2013, c'est qu'il y a un petit problème. bah, c'est qu'il y a un petit problème, mais de toute façon, c'est pas grave. Hein. Entre l'inconvénient de se répéter et la nécessité de se faire comprendre, il n'y a pas à balancer, disait Louis de Bonald. Effectivement. Les réseaux sociaux et les algorithmes influencent fortement les débats publics et les opinions. Hmm. Voyez-vous cela comme une menace pour la démocratie ou une opportunité pour les idées souverainistes? Mais alors, attention, ça peut être une menace comme toute déclinaison d'écran et particulièrement, ça peut être une menace sur, comment dire, un sentiment euh, de mise en valeur de soi ou de dépréciation de soi pour de jeunes gens. Mmh. Donc là, il faut différencier. Il faut protéger les enfants des Instagrammeurs qui leur font croire que la vie, c'est de servir de porte-serviette à Dubaï. Ça, c'est peut-être vrai. Et les tiktokers aussi. Mais TikTok, même chose. TikTok, c'est encore plus facile parce que TikTok, il y a une captation des données. C'est ça. Donc ça, si vous voulez, c'est encore plus facile. Par contre, il faut en protéger les gamins. Ça, je suis d'accord. Mais de dire que c'est la faute du numérique s'il y a une fracture populiste, si vous voulez, l'élite française a commencé à débiner ça en 2005. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on est d'accord que tout le monde n'était pas sur Facebook en 2005. On est d'accord, Oui, oui. Bon, en réalité, les réseaux sociaux n'ont fait que matérialiser et rendre visible le fait que les Français ne pouvaient plus supporter une classe qui les a trahis. Mmh. Mais vous êtes d'accord avec moi que cette colère est antérieure à 2005. Oui, oui, Elle oui. est certainement antérieure à Internet. Enfin, je rappelle que la France est trahie systématiquement depuis 1974. Bon, il y a pas d'Internet à accuser. Si vous voulez, là, pour le coup, pardonnez-moi, en 74, c'est plus Giscard que Bill Gates à qui vous devez demander des comptes. Ouais, ouais, Bon, ouais. donc, le problème, c'est qu'en réalité, qu'est-ce qui a changé avec les réseaux sociaux et autres par rapport à la démocratie? C'est qu'avant, vous aviez un système vertical et ce que j'appellerais un système féodal d'information, c'est-à-dire que le seigneur, prenons Alain Duhamel, parce que c'est un personnage qui est au bout de sa propre caricature, euh, vous disait quoi penser, quoi faire, qu'est-ce que c'était d'être moralement responsable, et vous jetez ça comme on jette un glavio du haut d'un rempart de château sur les gueux qui sont en bas. Or, malheureusement, Internet permet une sorte de dissuasion informationnelle du faible au fort, Mmh. c'est-à-dire que vous êtes autorisé à lui répondre, Mmh. sachant que votre réponse ne peut avoir qu'à titre exceptionnel
la force du message premier. Mais vous êtes autorisé à lui répondre. Or, cette classe ne supporte pas qu'on lui réponde, et donc elle incrimine l'outil technique, alors que quand cet outil leur permet, je rappelle que les radios libres, avant qu'elles soient mises au pas par Mitterrand, parce que Mitterrand, c'est la mise au pas des radios libres, contrairement à ce qu'on pense. Une fois que les radios libres sont mises au pas, tout le monde est très content. Et d'ailleurs, quand ils auront, grâce à l'Union européenne, mis au pas Internet, eh bien, vous inquiétez pas, ils en seront très contents. Parce que tout simplement, ces gens ne supportent que d'entendre l'écho de leur propre voix. C'est tout. Ni plus ni moins. Donc, si vous voulez, il n'y a pas plus de... Alors, quand on me dit, vous vous rendez compte, c'est la Russie qui aurait utilisé les réseaux sociaux pour la Roumanie, mais arrêtez, je vous en prie, arrêtez. L'utilisation de l'algorithme peut être faussée, c'est évident. Mais donc, Bien ça veut sûr. dire qu'il faut incorporer dans la théorie de la démocratie. Je vous rappelle que la démocratie repose sur deux notions clés, l'iségorie et l'isonomie. L'isonomie, l'égalité juridique, l'iségorie, l'accès égal au temps de Le temps de parole. parole. Donc, ça veut dire qu'il faut légiférer sur l'algorithme, qu'il faut donner un maximum de liberté et d'accès, de libre accès, pour éviter ce que le patron de YouTube France vient de reconnaître, c'est-à-dire qu'il censurait même des comptes non illégaux, Mhm. qui n'ont rien à se reprocher. On est bien d'accord qu'il l'a dit il y a moins de 10 jours. Tout à Nous sommes fait. bien d'accord. Or, le problème, c'est que si vous entrez Internet dans l'iségorie, c'est-à-dire on pourrait décompter certaines choses, etc., etc., ça, nous devons avoir cette réflexion collective en adulte. Ça, Mhm. d'accord. Mais pourquoi ils ne le feront pas? Mais pour une raison qui est très simple, c'est que, on va prendre un exemple. Si on fait, on va prendre l'exemple le plus simple, mon cher, c'est-à-dire une campagne référendaire. Mettons, allez, on fait des débats sur Internet pour la sortie de l'Union européenne. Bon. On décompte le temps, par exemple, de Florian Philippot ou de quelqu'un d'autre Mhm. pour la volonté de sortie. Pas de problème. Le problème, c'est qu'attention, pas de fausses notes. Tout le monde a la même enseigne. C'est ça. Si vous le faites pour Internet, ça veut dire que vous décomptez le temps des éditorialistes de France Inter aussi. Oui, oui. Et là, vous voyez pourquoi ils ne le feront pas. Ils ne le font pas, ils ne le feront pas. Voilà. C'est tout simplement que si on était dans un système iségorique, c'est pas Internet qui saute, c'est les médias Les médias mainstream qui sautent mainstream. d'abord, parce que c'est les plus verticaux. Et ça, et eux, ils aiment bien ces médias-là, parce que là, tout est cadré. Le journaliste servile ou rebelle subventionné, tout est du carton-pâte. Alors malheureusement, ça pourrait arriver dans les sphères alternatives assez vite comme comportement, hein. On n'est jamais à l'abri. Mais pour l'instant, la réalité, c'est cela. Ah. C'est qu'ils veulent neutraliser l'aspect subversif, non pas d'Internet, mais d'une partie de son utilisation, Mhm. parce qu'ils ne veulent pas se rendre compte que la démocratie libérale est malade d'un tournant oligarchique qu'elle doit, si elle veut survivre, qu'elle doit résoudre et dont il faudra se sevrer. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas, ça, si vous voulez, Albert Einstein avait cette phrase qu'on apprend aux enfants, mais elle n'est pas bête, on ne règle pas un problème avec ceux qui l'ont créé. L'intelligence artificielle transforme, Pierre-Yves, notre rapport au travail, à l'information et même à la création culturelle. Mhm. Craignez-vous une forme de déshumanisation ou une perte d'identité culturelle Alors française attention, face à ces évolutions? l'IA générative est une part de l'IA. Hein. Vous avez des IA prédictives, vous avez beaucoup de Ouais, choses qui tout à fait. reposent sur des lois statistiques. Hein. Oui. Avant tout, une IA réagit par rapport à son ensemble de données et aux paramètres des données qu'elle a. Nous sommes d'accord? Oui. Pour l'instant, les IA opèrent des symboles. Alors, attention, ça fait depuis les Lumières qu'on rêve des grands automates. Et souvent d'ailleurs, mon cher, vous devez l'observer, vous avez des gens qui confondent robotisation et IA. Oui, C'est- tout à fait Or, juste, oui. or, le problème, attention,
Ça fait 2 siècles que l'humain rêve de ça, que certaines personnes d'ailleurs ont fait des courants idéologiques aux États-Unis sur enfin l'homme va être soumis à meilleur que lui qu'est la machine. Attention à la déconvenue. Il y a un auteur de science-fiction dont malheureusement le nom m'échappe, mais je crois que c'est Damasio, si mes souvenirs sont bons, mais c'est à vérifier, qui avait émis une hypothèse sur laquelle je m'interroge depuis des années, c'est et si le futur était minable? Si vous voulez, je pense qu'on a trop rêvé par la science-fiction et qu'aujourd'hui, nous plaquons les avancées technologiques, qui, je vous le rappelle, sont vieilles de 30 ans. Un homme remarquable qui est Jean-François Genesté, chef technologique et scientifique d'Airbus, pas n'importe qui, me le faisait remarquer il y a encore 2-3 ans, la plupart des grandes innovations de l'IA ont plus de 20 ans. C'est dommage que 30 c'est dommage, ans. je vous ai coupé, excusez-moi. C'est dommage qu'on n'ait pas qu'on se rappelle plus de, parce que je me rappelle pas de cet auteur, mais la phrase me parle, oui. Si vous voulez. Or, le problème, c'est que, comprenez bien, ce que l'Amérique réussit à faire avec l'IA, c'est ce Ouais. que Steve Jobs a réussi à vous faire. C'est-à-dire, c'est un gros coup de packaging. Mhm. D'accord, ok, pas de problème. C'est très bien fait parce que, faut être honnête, les Américains, là, sont très difficiles à battre. Mais bon, admettons, tout ça est très bien. Le gros souci, c'est que ça fait 2 siècles qu'on rêve d'être remplacé par des machines et je pense que en réalité, on plaque beaucoup de choses sorties de la science-fiction. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Alors que le seul moyen de résister à la technique, c'est un surcroît d'humanité et non un remplacement. Je m'explique. Il y a si vous voulez, je ne sais plus qui est le père de cette comparaison, mais je la trouve extraordinairement juste. Je me demande si c'est pas André Comte-Sponville, mais c'est à vérifier. Euh, nous sommes exactement face à l'IA comme l'ont été les peintres face à la photographie. C'est-à-dire, est-ce que nous allons disparaître? Or, nous n'allons pas disparaître. Il va falloir faire autrement, il va falloir aller plus dans l'abstraction. Il ne faut pas laisser les modalités infinies de l'esprit humain être toutes capturées par la machine. Parce que la machine ne fait que vous, enfin, il faut quand même, je pense, être très terre à terre pour nos éditeurs. Je parle sous votre contrôle. Une IA qui connaît le mot chien, c'est parce qu'un être humain a téléchargé dans ses données des dizaines de milliers de photos de chiens. Donc elle apprend à dire chien. Voilà. Ce n'est de l'agrégation de symboles, ce n'est pas de la pensée pour l'instant. Je ne dis pas que ça ne le deviendra jamais. Je dis qu'on est tellement, on est tellement dans une fuite anti-humaniste aujourd'hui qu'en fait on souhaite que l'être humain soit remplacé par la machine. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, en tout cas dans la sphère occidentale, sont déçus de l'homme. Je dis juste que ce sont des rêves qui peuvent être dangereux, mais surtout, ce sont des rêves qui n'ont pas de rapport avec notre réalité technique. C'est dangereux et c'est triste. Et puis surtout, c'est d'une tristesse à pleurer. Bah, c'est ce que je vous disais. Oui, oui. C'est ce que je vous disais. Ouais, ouais. Par rapport aussi, bon, le numérique accentue la fracture entre les élites mondialisées et le pays réel. Comment le souverainisme Même chose. Comment? Même chose. Attendez, je pose Pardonnez-moi. juste la question pour nos Oui, oui. auditeurs. Comment, je sais que vous anticipez assez rapidement, comment le souverainisme peut-il utiliser ces outils pour reconnecter les Français à leur histoire et à leur nation? Alors, on va diviser la question en deux. La première partie est très simple. En réalité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais, Ce n'est ouais. pas le numérique qui a créé la fracture. La fracture existe déjà et par le numérique, on l'a vu. Voilà. Si vous voulez, moi, sincèrement, hein, sincèrement, Samsung n'est pour rien dans le fait que je ne supporte pas, que je ne puisse pas encadrer Macron. Oui. J'ai pu faire ça tout seul. Croyez-moi. Bon. Donc, Pour que nos auditeurs comprennent, moi je vois à peu près l'image, mais bon, tout le monde ne vous connaît pas forcément. Quand vous dites Samsung n'y peut rien, vous pouvez préciser? mais, si vous voulez, l'outil technique
L'outil technique a révélé des clivages, il n'en est pas Voilà, responsable. au niveau Vous voyez des ce que je veux dire? clivages. Si vous voulez, ce n'est pas parce que Internet existe. Alors, ce n'est pas. Vous voyez, parce que dans l'esprit des élites françaises, c'est très simple. Internet a permis aux Français. Internet a fait en sorte que les Français refusent la Constitution européenne. Non. Internet a donné accès à la Constitution européenne aux Français, les Français s'en sont rendus compte et les Français l'ont vomi. Ah, Vous voyez, la chaîne de causalité, ce n'est pas les affreux réseaux sociaux qui font que vous votez mal, c'est parce que vous avez accès à des informations que vous n'avez pas et donc que vous n'aviez pas avant parce que France Inter voulait pas que vous les aviez, France Inter ou un autre, hein, et ou ne vous jugez pas assez adulte intellectuellement pour pouvoir les avoir. Eh bien, maintenant que vous les avez, vous prenez en votre âme et conscience une décision. mhm. Bon, c'est aussi simple que ça. Bon, alors après, on n'est pas obligé d'être démocrate. Moi, je le suis. Bon, c'est un choix. Mais, mais vous voyez, ce n'est pas l'outil qui a creusé. C'est le fait que le peuple français veut vivre en tant que Français, que les élites françaises veulent s'en débarrasser. Mhm. Vous voulez voir l'étendue des dégâts, c'est celui-là. Tu vois? Ensuite, comment utiliser? Mais vous avez des tas de gens qui le font très bien, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'Internet utilise? C'est simple. Comme disait le président Mao, que sans fleurs s'épanouissent. C'est-à-dire que l'avantage du numérique, c'est que alors, je dirais pas pour relativement peu, mais pour un petit peu d'argent et pas beaucoup d'argent, on peut se permettre de donner de l'information, de donner des symboles, de faire voir de jeunes créateurs. Et c'est à partir de ces créations que peut renaître un imaginaire. C'est-à-dire, grosso modo, Internet doit nous, si vous voulez, les diamants sont dans la poussière, le numérique peut nous aider à mettre en avant les diamants qui sont dans la poussière. Voilà. Mhm. Tout à fait. Enfin, on voit l'image. Mm. Que pensez-vous de l'émergence des métaverses et des Je- réalités comme, vous, virtuelles? comme vous le disiez très bien, les métaverses, c'est quand même une notion qui a un peu pâli ces dernières années. Mais c'est une fuite hors du réel ou une nouvelle frontière à investir pour défendre nos valeurs? Non, alors, si vous voulez, n'oubliez pas que pour l'instant, la réalité augmentée, parce que je préfère ça au terme de métaverse, Ouais, ouais. c'est avant tout le règne du simulateur. Mhm. Exactement comme un simulateur de vol, si Tout à vous fait. voulez. Ouais. Et là où ça peut être intéressant, c'est justement pour la formation. euh, et là, il faut savoir en tirer parti. Mhm. Pour le reste, là encore, ne mettons pas des fantasmes, si vous voulez, parce que beaucoup de gens pensent métaverse comme si on leur donnait une autre chance dans la vie. Vous voyez ce que je veux Mhm. dire? Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont se faire du mal là-dessus. Je vais vous donner un exemple, moi, que je n'ai pas encaissé. Il y avait une pauvre jeune femme japonaise qui avait perdu son enfant et une entreprise japonaise a fait revivre son enfant numériquement. Et donc, elle passait des journées avec cet enfant numérique qui est l'agglomérat de données de son petit garçon avant qu'il meure. Moi, à titre personnel, les images sont encore disponibles. Moi, je ne peux pas les revoir. Je ne peux pas les revoir. Oui. Si ça fait du bien à elle, tant mieux. Parce qu'elle a vécu quelque chose que je souhaite à personne. Mais vous voyez que, si vous voulez, Oscar Wilde disait aucun homme n'est assez riche pour racheter son propre passé. Et malheureusement, ça restera vrai, vie augmentée ou pas. Oui. Vous Ouais. voyez ce que je veux dire? Oui. Je suis tout à fait d'accord. Euh, mais ça, c'est une vidéo qui est toujours malheureusement en Ah oui, ligne. oui, oui, elle est toujours accessible. Moi, je peux pas la revoir, de toute façon. Ah oui, Donc, non, mais c'est pour ça que je je dis peux pas malheureusement. vous en donner le lien. Je veux dire, vous voyez, voilà, il y a des choses dans mon métier qu'on aime voir qu'une fois. L'ascension numérique, qu'elle soit publique ou privée, s'intensifie. Comment les patriotes et les souverainistes peuvent-ils contourner ces restrictions pour faire entendre leur voix? Hum, On a le droit de parler du VPN à votre antenne ou pas, hein? Allez-y. Comment? Ah oui, oui, je vous en prie. Oui, bon, bah, déjà, il y a un VPN, déjà.
hein, vous en trouverez facilement. Ensuite, vous devez avoir les bons réflexes, mais surtout, et je soutiens, et d'ailleurs, nous lancerons peut-être une initiative là-dessus à la rentrée, par le Cercle Aristote. Il faut créer des collectifs d'avocats pour harceler les censeurs. Mhm. Nous n'avons pas le choix. Ils iront jusqu'au bout, hein. Si vous voulez, moi j'ai siégé à l'Union européenne, je le sais très bien. Ils arrêteront quand la critique de l'Union européenne deviendra illégale. Alors vous me direz, on n'a qu'à faire ce que font certaines personnes, c'est-à-dire se mettre à quatre pattes. Oui, c'est vrai. Mais je vous le dis tout de suite, ce n'est pas parce que vous serez au sol qu'ils ne vous marcheront pas dessus. Je les connais suffisamment pour le savoir. Mhm. Donc, si vous voulez, parfois, vous savez, Julien Freund, le grand philosophe gaulliste, en tout cas, dans la meilleure partie de son œuvre, il l'était, avait une phrase, il disait, la guerre, faut pas être deux, suffit qu'il y en ait un qui la veuille. Là, nous devons faire comprendre, et entre autres à vos auditeurs, mais également à tous les Français, qu'il y a des gens qui leur veulent objectivement du mal. Mhm. Et le pire, c'est qu'ils leur veulent du mal de la pire des manières, c'est-à-dire qu'ils leur veulent du mal comme incidente. Ouais. C'est pas personnel. C'est que dans le monde tel qu'une partie des oligarques le veut, ni vous, ni moi, ni une partie de nos auditeurs n'a sa place. Point, c'est tout. Si Mhm. vous voulez, grosso modo, ils veulent pas nous éliminer comme on élimine l'ennemi dans une tradition politique antagoniste. Pas du tout. Ils veulent nous éliminer par hygiénisme comme on élimine les insectes. Mhm. C'est d'autant plus cruel, mais il faut se mettre dans leur tête. Moi, j'étais en face de ces gens-là, je peux vous assurer qu'ils ont un rapport totalement hygiéniste à nous. C'est-à-dire, voilà, derrière les accusations de haine, de racisme, de machin, de ce que vous voulez. En réalité, c'est une guerre anthropologique. Eux en sont parfaitement conscients. Et d'ailleurs, l'assument complètement. Et si vous ne me croyez pas, revoyez les dernières émissions de service public où on vous parle des Français. Bon, c'est vraiment le peuple en trop. C'est vraiment des galeux. Voilà. C'est c'est malheureux, mais nous sommes Oui, en c'est face de gens malheureux, oui. qui vont- Mais non, mais c'est ignoble vu la grandeur de notre peuple. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que c'est d'autant plus malheureux qu'ils en sont parfaitement conscients. Vous ne les raisonnerez pas. Mhm. Ce n'est pas un accident. Il y a des gens que j'aime bien, comme Alexandre Devecchio ou d'autres, qui disent la réconciliation est possible. Quelle réconciliation? Moi, je suis né en 86. Pour ma génération, ils nous ont tout pris. Qu'est-ce que vous voulez qu'on se réconcilie? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, Bon, on moi voit. j'ai trois enfants. Vous voyez l'avenir que vous en avez aussi, si mes souvenirs sont bons. Deux. Vous en avez deux. Vous voyez l'avenir pour nos enfants et vous voulez, un, qu'on les pardonne et deux, qu'on se réconcilie, puis qu'encore. Donc, 100 balles et un mars. Non, non, si vous voulez, c'est dramatique, mais il faut l'avoir en tête. Sur ce dossier-là, comme sur d'autres, Mhm. euh, d'ailleurs, tout simplement, et la censure numérique est faite pour ça. Alors évidemment, on trouve la bonne excuse de l'ingérence russe, puisque comme chacun sait, dès qu'il y a un problème quelque part, c'est la faute à Poutine. Bon, très bien. Le problème, c'est que c'est absolument pas ça le souci. Le souci est bien pire. Le souci, c'est pas Poutine. Le souci, c'est nous. Si vous voulez, c'est comme la fin du cash. Ce n'est pas fait, enfin de l'argent liquide. Ouais, Ce n'est ouais. pas du tout contre le trafic de drogue. C'est fait comme système de contrôle social. Vous voyez, il faut apprendre à les traduire. Voilà, euh, rappelez-vous toujours la phrase de Thierry Molnier. Un État fort est un État qui supporte le maximum de liberté en son On se sein. sent. Voilà. Tant qu'on sort de ça, on sort de notre tradition politique. Je ne dis pas que celle des autres soit inférieure. Mhm. Je dis que c'est pas la nôtre. C'est tout. Je vais encore vous embêter. Est-ce que vous pourriez juste un peu reculer parce qu'on vous voit, Oui, voilà. oui, pardonnez-moi. Non, mais je vous en prie, je vous en prie. Par rapport aussi, je voulais voir avec vous, par rapport aussi aux crises récentes, hein, comme les tensions à Mayotte ou les débats sur l'immigration, qui sont amplifiés par les réseaux sociaux. Mhm. Quelle est votre analyse de ce phénomène et comment y répondre? Ah, si vous voulez, le plus simple, alors,
pour éviter que nous soyons déstabilisés par des attaques étrangères. L'un des points les plus forts dans la notion d'influence, c'est d'imposer des narratifs. Bon, pour ça, il faut contre-attaquer sur certains narratifs. Vous m'avez cité le cas de Mayotte, il faut contre-attaquer sur le narratif des Comores. C'est pas con. Là, si vous voulez, les Comores, ils avancent sur du mou. C'est aussi simple que ça. Ils tapent sur des gens qui se défendent pas. Bon, bah, excusez-moi, c'est pas un exploit militaire. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, tout à fait. Vous m'aviez cité un autre exemple, mon cher, les problèmes migratoires. Les problèmes Le migratoires, débat sur l'immigration, oui. débat sur l'immigration. Si vous voulez, vous avez des gens, je pense à l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, qui font un excellent travail à partir du numérique comme ça. Si vous voulez, il faut exposer des données et combattre des narratifs, voire supplanter des narratifs par d'autres narratifs. Alors, sur ce point-là précis, j'ai, comme spécialiste en intelligence économique, il faut que je reconnaisse que j'ai un parti pris. D'accord. C'était pour nos auditeurs. C'est-à-dire, vous avez 3 types de propagande. La propagande blanche, la propagande grise, la propagande noire. La propagande noire, c'est une propagande qui est faite uniquement à partir de faits que vous inventez. Mhm. C'est pour reprendre l'exemple des fameuses radios noires pendant la Seconde Guerre Mhm, mondiale. mhm. La propagande grise, qui est la pire, et c'est celle que le pouvoir utilise, c'est-à-dire il mêle du vrai et du faux. Mhm. Et malheureusement, nous avons la tendance pour certains, souvent par manque de temps, manque de ressources, mais aussi parfois par but parfois difficile à avouer, nous leur répondons avec de la propagande grise. Mais la propagande grise, c'est bien quand vous avez le pouvoir. Oui, Quand vous l'avez pas, la meilleure manière, c'est d'utiliser la propagande blanche. C'est-à-dire uniquement à partir de faits, d'interprétations qui Com- sont honnêtement tirables des faits. D'accord? Après, c'est un parti pris. Moi, j'ai des amis qui me disent, tu as tort. Dans certains pays, la propagande noire fonctionne très bien, la propagande grise fonctionne très bien. J'ai peur que, vu l'état des Français, on leur a tellement menti que si nous, on commence à s'y mettre, moi en tout cas, j'estime que mes équipes ne l'ont jamais fait, on peut parfois faire des erreurs. oui, oui, comme On tout en le fait. monde. Oui. Mais, mais moi, ce discours-là m'a toujours fait peur. Parce que je pense que ce discours-là nous reviendra en pleine figure. Mais après, c'est un avis, on n'est pas obligé de le partager. Parlons un peu de Donald Trump qui a été réélu donc en 2024, qui a promis de secouer l'ordre mondial, y compris dans le domaine technologique. Quelles opportunités ou risques cela représente-t-il pour la France? Bah, le problème, c'est que si nous nous soumettons encore à l'axe Bruxelles-Berlin, le projet Stargate, qui est le projet sur lequel travaillent les Américains, donc on parle quand même de 500 milliards sur la table, hein, accentuera comment dire, la soumission volontaire européenne sous laquelle nous sommes. Vous comprenez? Mhm. C'est que l'Union européenne est très contente d'être colonisée numériquement. Le problème, c'est que comme nous, on est, si vous voulez, comme nous, on est dans une des cales du Titanic. Quand le Titanic va couler, on va couler avec. D'accord. Vous voyez le problème. Je vois l'image en tout cas, oui. Mhm. Effectivement. Donc, si vous voulez, je pense que justement, c'est là où il faut. Alors, si vous voulez, nous devons. Le gros problème, c'est qu'on réagit mal à Donald. Nos élites réagissent à Donald Trump en prostituant le mot d'indépendance. C'est-à-dire que vous avez des tas de gens qui disent on veut pas de Trump, on veut pas de Trump. Résultat, ils vont aller à 4 pattes devant Berlin en attendant de pouvoir enfin aller cirer les babouches du camp démocrate si celui-ci revient un jour. D'accord? Mhm. Donc, si vous voulez, changer de maître n'est pas être indépendant. Mhm. D'accord? Donc, c'est là où il faut instiller une réflexion qui porte le nom, qui était le nom d'un magnifique ouvrage de Régis Debray en hommage au système de défense français, la vieille notion gaulienne de tous azimuts. C'est-à-dire que un État, ça n'a pas d'amis. Point. Et que nos systèmes de défense doivent être orientés contre tout le monde, ce que d'ailleurs fait un État comme la Suisse, hein. Vous voulez, c'est pas.
voilà, les vrais États font ça. Nous, parce qu'on ne croit plus en nous-mêmes, on est tellement obsédés par la volonté d'avoir des amis, qu'est-ce que l'Allemagne peut penser de nous, qu'est-ce que Rome peut penser de nous, qu'est-ce que Madrid peut penser de nous. Pendant des siècles, nous nous en sommes foutus et nous avions raison. Et aujourd'hui, on est tellement acquémandés de peuples qui profondément soit nous jaloux, soit nous détestent, d'être adoubés, que malheureusement, on cherche des maîtres. Il y a pas de maître à chercher, si vous voulez. Il faut profiter justement de la méthode Trump pour pouvoir justement dire, nous aussi, maîtres chez nous. Cher Pierre-Yves Rougeron, il nous reste mais vraiment 2 minutes. Quels sont les projets du Cercle Aristote pour Alors, 2025, notamment en lien avec les enjeux numériques et la reconquête de la souveraineté? c'est très simple. Nous avions fait, En 2 minutes, s'il vous plaît. il y a pas encore très longtemps, nous avions fait un numéro de perspective libre sur la souveraineté numérique, Mmh. dont il sera question lors du salon littéraire que j'organise là, ce samedi au 10 rue Croix des Petits Champs de 11h30 du matin à 19h, avec entre autres des amis comme Christian Combaz ou Pierre Jovanovic. Mmh. Nous venons de sortir le dernier numéro de PL sur le sacré ainsi que beaucoup d'autres livres, Dans mais Perspective libre, oui. perspective libre, donc disponible sur le site internet du Cercle Aristote, cerclearistote.fr. Et nous allons de toute façon essayer à la rentrée de voir avec plusieurs entrepreneurs du numérique, de voir, disons, quelques projets sur le renforcement à la fois de l'indépendance numérique française, mais le renforcement à base numérique d'autres indépendances françaises. Et je pense particulièrement à une qui me tient très à cœur, qui est l'indépendance et la souveraineté alimentaire. Très bien, vaste programme. Merci beaucoup, Pierre-Yves Rougeron. Ce sera Merci le à mot vous. de la fin, c'est passé très vite. Je rappelle que vous êtes juriste spécialiste en intelligence économique, directeur de la revue Perspective Libre et président fondateur bien sûr du Cercle Aristote. Chers auditeurs, restez bien à l'écoute de Radio Courtoisie. Surtout, surtout, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. À bientôt pour un nouveau libre journal du numérique et encore merci Pierre-Yves Rougeron. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.